4S Mag. Fidèles téléspectateurs de 4S Mag, bonsoir et bienvenue sur le plateau de 4S Mag, votre émission de santé, sécurité et sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez spécial, un thème d'actualité, qui est le tabac en entreprise. Pour les échanges, les discussions, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir sur ce plateau des habitués déjà, Dr Moussa Dabo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci, le plaisir. À ma gauche, Dr Ousmane Ly, il est à sa deuxième fois, je pense. Oui, bonsoir. Docteur, bienvenue sur le plateau de 4S Mag. Merci de nous avoir invités. Docteur, aujourd'hui, le thème est spécial. Nous allons parler du tabac, du tabagisme. Mais comme l'émission est en rapport avec la santé, sécurité au travail, donc nous allons parler du tabac en entreprise. Docteur, une question simple, hein. Qu'est-ce que c'est que le tabac ou le tabagisme? Je ne sais pas, quelle est la différence? Merci bien de nous poser cette question, qui nous prend d'ailleurs même au dépourvu, parce que les questions les plus simples sont les plus difficiles à répondre. Alors, le tabac, c'est un végétal. Un végétal dont je pense que d'abord on va vous donner le nom scientifique, s'il vous plaît, parce que moi je l'ai perdu dans ma tête. Donc, que l'être humain a découvert qu'il coupe, il sèche, et puis qu'il va fumer ou bien chiquer. Et donc, pour un certain nombre d'effets. Donc, cet effet, c'est que le tabac va apporter de l'euphorie, de la joie, va donner un certain nombre un état de plaisir, donc qui est dû à sa composition chimique. Dont notamment il y a un produit dedans qu'on appelle la nicotine. Donc c'est ce qui même fait le problème du tabac. Donc les gens vont fumer, chiquer le tabac pour avoir un tonus de l'énergie et ça finit par devenir une habitude induite par un composé qui est là-dedans, qui est la nicotine. Donc c'est ce qui vous conduit vers le tabagisme. Le tabagisme, c'est presque une maladie, parce que c'est une maladie qui fait qu'on est addict à quelque chose. Donc c'est comme une drogue. Bon, ce n'est pas une drogue forte, mais quand même le tabac c'est comme une drogue parce que on est habitué à cela et on n'arrive pas à arrêter de fumer. Quand on a envie de fumer, c'est irrépressible. Donc c'est ça, tu ne peux pas arrêter. Si tu as envie de fumer, il faut que tu fumes ta cigarette. Donc c'est de la drogue. Presque. Voilà. Parce que si je dis que c'est de la drogue et j'affirme comme ça, on va me dire que ça doit être puni par la loi. Or le tabac n'est pas puni, mais c'est quand même contrôlé, interdit. Voilà ce que je peux dire par rapport au tabagisme. J'espère être complété par mon frère. Docteur Dabo, oui, la même question. Tout à fait. À la suite de mon aîné, je crois qu'il a été assez édifiant là-dessus. Ouais. En fait, le tabac, comme il a dit, c'est une plante, mais qui fait partie de la famille des Solanacées. Donc, il est appelé scientifiquement Nicotinia tabacum, en fait, en réalité. Et il pousse généralement dans les zones intertropicales, vers les zones de l'Amérique. Mais donc, c'est une feuille, comme il a dit, qui, lorsqu'elle est séchée, permet de fabriquer un produit manufacturé qu'on appelle la cigarette. La cigarette classique qu'on connaissait avant, parce qu'il y a beaucoup de variantes. Hein. Il a parlé de tabac brisé, tabac chiqué, mais celle qu'on connaît classiquement, c'est celle qui est fumée en général. Donc, le tabac, c'est une plante, comme j'ai dit, un solanacée, qui contient une substance psychoactive, c'est ce qu'il a essayé d'expliquer, la nicotine, qui agit sur le cerveau et qui, elle-même aussi, cette substance-là, contient des alcaloïdes, qui sont des azotés, qui donnent les effets euphorisants, des sensations de plaisir, parce qu'elle permet en même temps de produire de la dopamine. Donc c'est une plante, comme il a dit, ça a des comportements de drogue, mais comme elle est réglementée, elle n'est pas interdite carrément, sauf dans certains espaces en fonction de la législation dont on a parlé. Donc c'est une substance aujourd'hui qui représente un problème de santé publique aujourd'hui au Mali. Donc le tabagisme, comme il a dit, c'est la dépendance liée à cette substance psychoactive qu'on appelle la nicotine qui est dans le tabac. D'accord, docteur, on va enchaîner avec les conséquences. Quelles sont les conséquences du tabac en entreprise ou tout simplement de la cigarette, qui est la formule industrielle classique? Oui. Voilà. Tout à fait. Ok. C'est une très belle question. Ce qui va m'amener à poser une question à Dr Ly. En fait, est-ce que s'il n'y a pas de nicotine, le tabac est tolérable? C'est ça ma question. Mais partons d'abord avec les conséquences
Après, les conséquences en entreprise et sur la santé en même temps. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc, en entreprise, déjà, comme on l'a dit, le tabac, c'est déjà une substance qui entraîne la dépendance. Donc, il va sonder qu'il y aura des moments où l'employé aura envie de fumer. C'est ce qu'on appelle les périodes de pause cigarette. Donc, ça fait que l'employé, pendant ses heures de travail, risque de se retirer pour aller fumer. Et ça fait une perte de gain pour l'entreprise. Parce qu'il y a un temps, l'entreprise, c'est de la productivité, il faudra le dire. Deuxièmement, le tabac, sous la forme de cigarette classique, il est fumé. Donc, il génère à peu près 4000 à 7000 substances toxiques, en dehors de la nicotine qui est là-dedans. On va en parler peut-être. Non seulement il y a des substances chimiques qui sont liées à la combustion de la cigarette, mais il existe à l'intérieur du tabac des métaux lourds, tels que l'arsenic, le plomb et le lithium existent dans le tabac. Et c'est des substances qui vont entraîner une baisse de l'immunité chez l'individu et qui aura une susceptibilité aux maladies. Donc, il y aura beaucoup d'arrêts maladie aussi. Donc, ce que vous appelez l'absentéisme au niveau des ressources humaines. Donc, déjà, c'est une conséquence sur l'entreprise. Deuxièmement, la cigarette qui est fumée, c'est un produit d'abord qui est allumé. Donc, c'est une source d'ignition dans une entreprise. Donc, il y a des risques d'incendie ou d'accidents industriels majeurs, comme on a vu en Inde, à Bhopal. C'était lié à une cigarette. Et en plus de ça aussi, ça c'est au niveau de l'entreprise, hein, la liste n'est pas exhaustive, hein, par rapport aux effets. Maintenant, quand on arrive à l'individu, comme c'est deux questions en une, il y a énormément d'effets secondaires. On est d'accord que la cigarette agit sur tous les systèmes et tous les appareils. Ouais. Voilà, de la tête aux pieds. C'est l'image caricaturale qu'on donne. On a des gens qui vont souffrir par exemple de mal de tête, mais il y a des maladies cardiovasculaires d'abord qui sont les plus représentées. Parce que le tabac, ça passe par les voies respiratoires, donc ça détruit les poumons. On a parlé de bronchopneumopathie chronique obstructive, d'emphysème dans les trucs les plus avancés, les problèmes cardiaques qui vont survenir, mais il agit même sur la fertilité chez la femme. Parce qu'on dit que la nicotine freine la production d'œstrogènes. Donc ça entraîne une précocité de la fécondité chez la femme. Les femmes vont très vite en ménopause lorsqu'elles fument du tabac. Le tabac est lié aussi à énormément de grossesse extra-utérine et aussi à l'infertilité chez les hommes. J'ai parlé des métaux lourds qui se fixent sur les spermatozoïdes qui rendent l'homme infertile dans certains cas. Et également, il y a des répercussions sur la peau. La peau, vous savez, quand on fume, on assombrit la peau, elle devient beaucoup plus terne. Et lorsqu'on est exposé au soleil, surtout ceux qui sont dans des travaux de manœuvrage, exposés au soleil, peuvent développer les maladies cutanées telles que le psoriasis et l'eczéma. Donc il y a une plénitude de pathologies. On peut dire que le tabac agit sur tous les organes et sur tous les systèmes à peu près. C'est ce que je voulais dire. Docteur Lee, certainement vous voulez compléter. Oui, par rapport à la question que vous avez posée, c'est est-ce que s'il n'y a pas de nicotine dans le tabac, est-ce que tout va bien? Oui, il y a ça, mais certainement vous avez... Docteur Dabo a été allez-y, le plus exhaustif possible. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus qu'il n'a pas dit. La seule chose que je pourrais dire, c'est que le tabac chez la femme enceinte, c'est un problème. L'enfant va avoir des gros soucis. Donc c'est la partie qu'il n'a pas abordée, mais c'est normal, il a beaucoup parlé du tabac en entreprise. Donc le tabac en société, vraiment proscrit chez la femme enceinte. Interdiction absolue. Et c'est ce qui fait souvent mal pour moi quand je vois des femmes enceintes dans des environnements où il y a des fumeurs, parce qu'il y a le tabagisme passif. Et je dirais même que le tabagisme passif est plus dangereux même que le tabagisme actif. Parce qu'au moins dans le tabagisme actif, c'est toi qui prends l'initiative de fumer et donc de supporter les conséquences après. Mais en tabagisme actif et passif, vous êtes victime de l'acte de quelqu'un, un acte conscient posé par quelqu'un d'autre, dont vous devenez victime. Donc vraiment, tabac et tabagisme de grossesse, c'est un point sur lequel j'aime bien m'apaisantir. D'accord. Mais je ne suis pas spécialiste de médecine du travail, donc tu comprendras. Alors, par rapport à la nicotine, moi je regarderais plutôt 3 éléments. Donc, il en a déjà parlé. S'il n'y a pas de nicotine dans le tabac, il reste dangereux. La nicotine, c'est surtout la partie dépendance, comme il a dit. C'est ce qui fait que tu vas toujours avoir envie de vouloir fumer. C'est la nicotine qui crée cette dépendance. Sinon, la nicotine en elle-même ne pose pas trop de problèmes au niveau de santé. La preuve est qu'on a des dérivés nicotiniques qui sont utilisés pour traiter ceux qui veulent arrêter de fumer. Donc, il y a des chewing-gums par rapport à ça. Il y a d'autres produits
on donne aux gens pour pouvoir arrêter de fumer, parce qu'on remplace l'apport de nicotine naturelle par le tabac par un apport artificiel ou comme une sorte de médicament. Voilà, c'est ça, les nicorettes par exemple. Alors, il y a deux produits qui sont extrêmement dangereux dans le tabac dont je voudrais bien parler. C'est les goudrons, comme il a dit. Les goudrons, c'est les produits dérivés de la combustion de la feuille de tabac. Et ça pose, il y a beaucoup d'éléments dedans, comme il a dit, 4000, et c'est cancérigène pour la plupart. Donc, c'est ce qui va amener tous ces problèmes qu'on a de cancer de poumon. Et souvent, on parle de cancer de poumon avec le tabac, mais il y a d'autres cancers qu'on néglige. C'est le cancer de la langue, c'est le cancer de la gorge, du larynx. Fréquent. Voilà. Ouais. Donc, et ça, c'est terrible parce que les gens pensent surtout cancer de poumon, mais il faut regarder aussi ces types de cancers que le tabac va provoquer. Bon, mais il y a des études qui ont même prouvé que le tabac va même amener chez les femmes enceintes des cancers d'ovaire. Voilà. Ça existe. Donc, ça va sur tout notre organisme. Après ça, il y a le monoxyde de carbone. Ça aussi, c'est un dérivé de la combustion des feuilles de tabac. Donc, monoxyde de carbone aussi, c'est un composé terrible parce que c'est l'antithèse de l'oxygène. Or, pas d'oxygène, pas de vie pour nous les êtres humains parce qu'on respire ici grâce à l'oxygène. Peut-être que sur d'autres planètes, il y aura des vies qui vont respirer d'autres airs, mais nous, ici sur la planète Terre, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, même les plantes, nous sommes liés à l'oxygène pour vivre, pour respirer. Donc le monoxyde de carbone est comme ça. Et donc quand vous prenez du tabac, vous allez amener du monoxyde de carbone, donc avoir une insuffisance en oxygène dans votre corps. Donc ça va amener beaucoup de problèmes. Donc, il en a parlé. Mais un des problèmes, les problèmes les plus critiques que ça va poser, c'est les problèmes liés, qu'on appelle ça, à notre sphère cardiovasculaire. Et ça, c'est terrible. Parce que, surtout que maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui font des AVC, beaucoup de gens font des infarctus du myocarde. Alors, regardez s'ils ne sont pas tabagiques. Quand on fume, on s'expose à beaucoup de drames en question de santé. Merci, Dr Lee, c'est assez clair. Dr Dabou, oui. Et quels sont les défis auxquels les fumeurs sont confrontés lorsqu'ils essayent d'arrêter de fumer? Très bonne question. Parce que les défis sont d'abord personnels. Hein. Vous savez, comme on a dit, le tabagisme, déjà, c'est une fausse drogue. On a du mal à en parler parce que, comme il a dit, quand on dit c'est une drogue, c'est comme si c'était répréhensible, alors que ce n'est pas le cas. Déjà, la dépendance à la nicotine, c'est le vrai problème. Mais la dépendance, elle est de trois types dans le tabagisme. Classique, je veux dire. C'est-à-dire, quand on fume la cigarette issue de la combustion, qui est différent du vapotage qu'on fait avec la cigarette électronique, qui est différent du chiquage du tabac ou du prisage du tabac. C'est des phénomènes assez différents. Mais quand on fume la cigarette classique, comme on l'a dit, il y a d'abord la dépendance à la nicotine. Mais il y a trois types de dépendance, comme je l'ai dit. Il y a la première dépendance chez le tabagique qui est liée au comportement. On appelle ça la dépendance comportementale. Vous allez voir que le tabagique, il aura beaucoup plus envie de fumer, par exemple, quand il prend un café, lorsqu'il se retrouve sur une terrasse, lorsqu'il va dans un endroit de divertissement, il aura beaucoup plus envie de fumer que dans d'autres circonstances, d'abord, au départ. Ça, c'est une dépendance comportementale. Et elle est vite, facilement éliminable. Deuxième dépendance, c'est une dépendance psychologique. C'est-à-dire, elle se fait lorsque la personne est dans une situation de stress, d'angoisse ou d'impatience. Vous savez que les gens, quand ils sont en train de patienter, les fumeurs, ils ont juste envie de fumer. Ouais. Faire passer cette période-là. Et ça, c'est la dépendance psychologique. La troisième dépendance, et c'est celle-là la vraie dépendance, la dépendance physique, liée à la nicotine dont on parlait. Et cette dépendance, en réalité, c'est la plus facile et la plus difficile à se débarrasser en même temps. Parce que dès qu'on arrête la prise de cigarette, pendant quelques semaines à 3 mois, on n'a plus de nicotine dans le sang. Les autres dépendances qui restent, c'est celle comportementale et celle qui est psychologique. Donc, voici déjà les défis auxquels le tabagique il est opposé. C'est-à-dire, comment arrêter avec cette envie-là. C'est pourquoi il a parlé des alternatives à la cigarette classique. Il a parlé des chewing-gums, nicorettes, il a parlé des patchs anti-tabac, il y a des vaporisants aussi anti-tabac. Et il y a les tabacs qui sont prisés, qu'on met entre la lèvre et la gencive, qui donnent la même nicotine, mais on n'a pas cette gestuelle de fumée. Ce dont je n'ai pas parlé,
Parce qu'il y en a même si on leur donne la nicotine, la gestuelle de fumer leur manque. C'est assez fort psychologiquement sur un tabagique. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui se rabattent sur la vaporisation, la cigarette électronique. Donc le défi majeur, c'est de se défaire de cette dépendance et de savoir la remplacer essentiellement. Ouais, c'est ça, c'est clair. Docteur. Ce qu'il faut dire par rapport à ça, de ces trois types de dépendance, pour moi, le problème même, c'est le phénomène de mode. C'est ça l'enjeu. Le problème, il est civilisationnel, comme on peut le dire. Parce que je ne sais pas si vous avez eu à fumer ou à tester la cigarette, chacun d'entre vous. Mais même les téléspectateurs qui nous écoutent, la première bouffée de cigarette n'est pas plaisante. Je le dis parce que je l'ai essayé. C'est désagréable. Alors, qu'est-ce qui fait que quelque chose de si désagréable, les gens vont continuer à le faire? Pour moi, c'est l'environnement. Moi, j'ai testé la cigarette parce que tout simplement, j'étais dans un environnement internat de garçons et les gens commençaient à... Enfin, c'est la période entre 12, 13, 14 ans qu'on essaie ces choses-là. Ils ont essayé, moi j'ai essayé, j'ai toussé et puis je n'ai pas trouvé agréable du tout. Bon, peut-être c'est dû au fait que j'aime bien le sucre. Donc, quand ce n'est pas sucré, c'est pas tout, moi je n'aime pas. J'ai dit ça, c'est pas intéressant. Ouais. Mais peut-être que aussi c'est dû à mon environnement, parce que j'ai aussi un passé d'un parent tabagique qui a eu quelques problèmes de santé avec. Peut-être c'est dû à ça aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais moi je n'ai pas continué. Mais j'étais quand même surpris que beaucoup de mes camarades puissent continuer à fumer. Or, c'est pas intéressant. Donc, pour moi aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'est dû au fait que ça faisait fun, comme on dit. Voilà, tu es branché, comme on dit, c'était ça à l'époque. Voilà, donc, comme je dis, avec le gestuel. Et puis, quand le samedi soir arrive, on sort, on veut frimer. Donc, ceux qui friment, c'est ceux qui ont leur cigarette qui est à la mode. Moi, je me rappelle bien le thème que nous, on l'utilisait. Hein, les téléspectateurs vont l'utiliser. Ils disaient le baxi. Hein, il avait son baxi qu'il prend. Il le met à la bouche, le coin de la bouche, et puis il tire ça. Voilà. Donc, avec tout ce phénomène social qu'il y a derrière, que celui qui faisait ça était plus intéressant que les autres. Voilà, donc celui qui était le jeune premier. Parce que donc ça, c'est extrêmement important à savoir. Donc, d'où quand on veut lutter contre le tabac, on doit regarder ces questions-là, les adresser par rapport aux enfants, leur parler. Donc, tu ne dois pas faire les choses parce que d'autres sont en train de le faire. Tu dois le faire. Est-ce que c'est un besoin pour toi? Est-ce que toi-même, personnellement, tu as envie de le faire? Il ne faut pas se laisser entraîner. Et je pense que si on travaille sur ça, il y aura de moins en moins de personnes qui vont être des addicts au tabac. Parce que ce n'est pas bon, c'est mauvais, tu continues à le prendre. C'est en ce moment que les autres phénomènes vont s'installer, les deux autres dépendances vont s'installer parce que tu auras résisté au mauvais goût, parce que ça fait tousser, hein, le premier coup de tabac, tu tousses. Donc tu auras résisté à tout ça parce que tu veux plaire aux autres, faire comme les autres et puis avancer. Donc moi je pense que c'est ça le premier défi, c'est nos environnements, contrôler nos environnements, faire en sorte que les modèles ne soient pas ça. Parce que c'est aussi clair. Hein? À l'époque, les modèles, c'était quoi? C'était les films western. Et dans les films western, le cowboy, qui était le bon, qui était le gentil, qui avait toujours le dernier mot, le justicier, avait toujours sa cigarette Marlboro. Voilà. Donc c'est ça le problème. Donc pour moi, tout est question aussi de culture. De culture. Voilà. C'est assez clair. À notre culture. Ouais. Ça, il y a l'environnement qui joue beaucoup sur ces questions de cigarettes. Tout à fait. Il a dit, hein, il était dans un internat. Vous voyez, entre 12 à 15 ans, les jeunes, les camarades fumaient, donc tu es toujours tenté. Je crois qu'on est tous passés par là. Mais à un moment donné, il faut savoir prendre la bonne décision. Il faut s'en sortir. Il faut s'en sortir. Ce qu'il a dit, c'est assez important. Le goût, la cigarette et l'irritabilité que ça procure, c'est normalement quelque chose qui doit être rejeté. Mais
je voudrais ajouter aussi que les industries du tabac font tout pour faire passer cela. Vous savez qu'ils ajoutent des agents sucrés à la cigarette pour le rendre beaucoup plus comestible. Ils ajoutent ce qu'on appelle les humectants. Il a parlé d'une marque que je n'aimerais pas encore citer, mais en réalité, c'est elle qui est à la base du tabagisme dans notre période-là, dans les films western. Et cette marque, dans les années 80, a vu son taux de vente augmenter de 100% avec l'adjonction de l'ammoniac. Et l'ammoniac, c'est une substance qui facilite la diffusion de la nicotine dans les poumons et la fixation dans le cerveau. Donc cette marque a compris ce procédé chimique dans les années 80. Elle a ajouté ça à la cigarette et de plus en plus de personnes sont devenues dépendantes. Donc pour dire qu'on assaisonne, il y a les arômes alimentaires qu'on ajoute au tabac, tout ça. Vous savez, on a les menthols qu'on a connus, mais de plus en plus les marques, vous voyez, celles qui sont plus chères, ajoutent plus d'arômes pour rendre les gens plus dépendants et ça fait qu'ils font plus de ventes. Ouais. Mais moi, ce que je ne comprends pas, sur les paquets de cigarettes, c'est écrit « la cigarette tue ». Un peu plus loin, quand je vais dans certains pays, tels que la Turquie par exemple, sur le paquet de cigarettes, il y a des images terribles qui démontrent un peu les conséquences de la cigarette. Mais avec tout ça, on paye. Bon, on n'est pas là. Nous, on est en train de parler de la cigarette en entreprise. Docteur, une question simple. Il y a la cigarette, il y a aussi ce qu'on appelle la cigarette électronique. Quelle est la différence? Il y a une différence. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode aussi. Hein. C'est à la mode. C'est à la mode parce que, comme on l'a dit, on s'est dit que la cigarette classique, qui est issue de la combustion de la feuille de tabac séchée, même quand ça passe par un filtre, était beaucoup plus toxique. On a dit entre 4000 et 7000 substances toxiques en fonction de la marque. On a pensé à une autre forme de cigarette qui serait moins toxique. Je mets ça au conditionnel. La différence, c'est quoi? Comme on l'a dit, cigarette classique, feuille de tabac, dans un papier à tabac, avec un filtre en dessous qui émet la combustion dans laquelle on aspire une fumée. Mais dans la cigarette électronique ou e-cigarette, pour faire plaisir à mon aîné, parce qu'il est dans le domaine du digital, c'est une cigarette qui est censée être virtuelle où on a quelque chose qu'on observe mais qui n'est pas la fumée, qui est un produit issu de la vaporisation d'un liquide qui fait une réaction thermique avec une batterie à l'intérieur. Donc, et ce liquide-là, quoi qu'on dise, il contient de la nicotine, de la glycérine, du glycol, du propylène, parfois des arômes alimentaires, qui est diffusé à travers cette vapeur-là qu'on aspire et on a à peu près la même sensation que lorsqu'on fume la cigarette. Donc la différence, c'est l'autre, il a une réaction de combustion chimique et l'autre, il a une réaction de vaporisation thermique. Ouais. Donc supposé être moins toxique. Donc je vais m'arrêter là si mon aîné a crié. Ouais, oui, c'est très clair. Parce que nous ne connaissons pas encore les conséquences de la cigarette électronique. En fait, qui n'a d'électronique que de nom. Parce que c'est juste la batterie qui fait la vaporisation thermique qu'on peut dire qu'elle est contrôlée par quelques petits composants électroniques. Sinon, la cigarette électronique n'a d'électronique que de nom. Sinon, il n'y a rien d'électronique dedans. C'est un processus physico-chimique qui est là. Et donc, il n'a rien de digital. Mais, c'est à la mode. Le fait d'avoir dit e-cigarette a amené tous les gens, comme c'est le phénomène d'être branché, à basculer là-dessus. Et encore, avec, moi je dirais le mensonge de dire que c'est inoffensif. Parce que c'est dans peut-être 10-15 ans qu'on va savoir quelles sont les conséquences de ces produits que les gens ont ingurgités grâce au vapotage. Quand vous remarquez avec ce qu'il a dit, la première marque connue de cigarettes qui a fait de la sorcellerie avec les produits chimiques, n'a jamais reconnu ça que lorsque ils ont perdu leur procès. C'est quand ils ont perdu le procès parce qu'il y a eu la preuve a été donnée que c'est la cigarette qui causait les cancers établis. C'est en ce moment qu'ils ont reconnu. Et c'est là où ce que vous dites est apparu dans les campagnes où on disait que sur la boîte de cigarettes, on dit la cigarette tue et nuit gravement à votre santé. Ils le font pourquoi? Ils le font juste pour se protéger. Oui, c'est ça. C'est pas pour dire aux gens d'arrêter, non. Parce qu'ils se protègent, comme ils ont perdu un procès,
ils ne voudraient pas que des millions de gens viennent leur faire des procès. Donc, ils vont commencer par dire non sur la boîte de cigarette, on vous a dit que ça nuit à votre santé. Donc, comme c'est dit que ça nuit à votre santé, si malgré cela vous prenez, ce qui va arriver, c'est votre affaire. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile, non? Ils ont dégagé leur responsabilité. Voilà. C'est juste ça pourquoi ils ont mis sur les pochettes. Et donc, moi, je suis intimement convaincu que dans l'avenir, on aura les mêmes problèmes avec le vapotage. Je suis intimement convaincu. Oui, pour compléter ce qu'il dit, hein, en fait, au départ, on avait fait croire que la cigarette électronique avait moins de substances chimiques, donc moins nocives. Mais il y a une dernière étude japonaise qui a été publiée dans le Lancet en 2014 qui a montré que certaines marques de cigarettes électroniques contenaient du formaldéhyde. Et c'est une substance possiblement cancérogène et qui est 10 fois plus élevée que dans la cigarette classique. Donc il y a tellement de nuances entre qui est beaucoup plus nuisible que d'autres, mais on n'a pas suffisamment de recul pour savoir ce qu'il en est de la cigarette électronique en réalité. Mais comme vous avez dit, il y a quelque chose qu'on est en train de se dire. On sait que c'est toxique, mais ça se vend. Les États prélèvent des impôts. Donc il y a du gros lobbying en dehors de ça. C'est comme l'alcool. Tout le monde dit c'est pas bon, mais ça se vend. Oui, mais j'aime bien répondre par rapport à ça. En fait, c'est un faux fuyant. Parce que quand on regarde ce qu'eux ils vont gagner en tant qu'argent et bénéfices là-dessus, et le préjudice causé, si on fait la balance, le préjudice causé est toujours plus énorme que les bénéfices gagnés, que les gains. Mais comme ces compagnies... Préjudice causé vers qui? Le consommateur ou Moi, je parle de préjudice globalement. Parce que c'est le préjudice causé à la société. Parce que si une personne qui meurt avant son âge, avant le délai normal, une mort prématurée, évitable surtout, évitable, c'est une perte pour toute la société. C'est pas seulement pour l'entreprise qui l'emploie ou bien qui fabrique, non. C'est l'ensemble de la société qui perd. Donc c'est ce qui fait que la santé est du domaine public très souvent. Tous les pays qui ont la santé réservée exclusivement au domaine privé, ça ne va pas. Les États-Unis, c'est le pays où tout le monde regarde. Premier pays développé, mais c'est le pays qui a le plus mauvais système de santé publique. Les gens meurent aux États-Unis parce qu'ils n'arrivent pas à se soigner. Alors pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas assez de ressources à mettre dans la santé publique pour prendre tout le monde en charge. Or, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas parce que c'est une question idéologique. Et donc, à mon avis, il n'y a pas de bénéfice pour nous tous en tant qu'humanité, en tant qu'être humain, dans nos sociétés, que les gens continuent à fumer parce que fumer, ça apporte quoi? Ce n'est pas quelque chose de nécessaire. C'est juste pour frimer. Quand bien même que fumer apportait quelque chose dans les sociétés autochtones, parce que c'était ce qu'on appelle ça, fait dans des cadres bien spécifiques. Si on prend les Amérindiens par exemple, ils fumaient pour leur dieu, ils fumaient pour faire venir la pluie, ils fumaient vraiment. Ça, et ce n'est pas tout le monde qui fumait tout le temps. On fumait à des occasions. Mais là, on a fait de fumer comme quelque chose de vie de société. Ouais. Et ça, c'est pas bon parce que ça ne nous apporte rien. Oui, c'est vrai, avec la nicotine, on a un peu de plaisir, de dépendance, mais si on regarde, on peut interdire ces choses. On peut ne pas utiliser toujours ces choses-là et la vie va bien continuer et mieux continuer. Bien sûr. Voilà, donc c'est ça, moi, c'est la raison pour laquelle même la cigarette électronique, je ne suis pas d'accord avec le vapotage, ce n'est pas bon, parce que demain, je suis convaincu qu'on aura face à des problèmes de santé sérieux. Docteur, est-ce qu'il existe une réglementation nationale par rapport au tabagisme? Oh, bien sûr, il existe une réglementation nationale par rapport au tabagisme. Le tabac est interdit dans les espaces publics au Mali. La publicité sur le tabac est interdite au Mali. Il y a des lois, il y a des règles, des arrêtés. Je ne les ai pas cherchées parce que j'étais sur autre chose, mais j'étais sûr que mon jeune frère va vous donner les textes exactement. Tout à fait, les textes. C'est interdit. Docteur Daou. J'ai des références ici. Par exemple, il y a une loi depuis 2010 qui est signée par le feu président ATT, la loi numéro 033 12 juillet 2010, qui est relative à la commercialisation, à la publicité et la promotion du tabac. Ouais. Et dans son article 2, le décret d'application, il est interdit de fumer de la cigarette dans les rues, dans les marchés, dans les espaces publics, dans les véhicules de transport.
Moi, quand j'ai vu le contenu du décret qu'il interdit de fumer dans les rues de Bamako, j'étais stupéfait. Parce que le problème, une chose d'avoir une loi, mais une autre chose est de l'appliquer. Il y a même des dispositions aussi au sein des entreprises, en réalité, qui fait obligation dans le Code du travail pour l'employeur de protéger les employés vis-à-vis de toute substance susceptible de nuire aux travailleurs. Ça, c'est une disposition générale du Code du travail. Mais là, comme il a dit, il y a une loi et son décret d'application depuis 2010 qui interdit de fumer dans l'espace public, dans les véhicules de transport, dans les lieux publics. Et donc, il n'y a pas de problème de réglementation qui existe. Ça existe dans l'espace public, mais dans les entreprises aussi. D'accord. Donc, dans les entreprises, le patron, il peut interdire de fumer? Dans les entreprises, le patron, il ne va pas interdire de fumer. Il ne peut pas interdire de fumer totalement, mais il y a des lieux, parce qu'il est obligé aussi dans ce décret-là, il doit mettre en place des fumoirs, des zones réservées pour ceux qui sont tabagiques. Sinon, ce serait de la discrimination, parce qu'en ce cas, même dans le recrutement, on va dire est-ce que tu fumes ou pas, et on va exclure les tabagiques. Voilà. Mais sauf que la cigarette, comme on l'a dit, n'est pas interdite. Il n'est pas interdit de fumer, mais il y a des zones où il est interdit de fumer. Dans l'entreprise, par exemple, on va dire dans cet espace-là, il est interdit de fumer. Mais il a obligation aussi pour l'employeur de mettre en place les fumoirs pour ceux qui fument. Sauf que dans nos entreprises ou dans nos établissements, je crois rarement avoir vu des fumoirs, sauf dans des entreprises qui répondent aux normes internationales. Généralement, on le voit dans les aéroports. Dans les aéroports. Voilà. L'aéroport, tu vas voir qu'il y a un espace fumeur. Mais là aussi, ça a été un combat assez terrible pour qu'on puisse arriver à mettre ces règles-là. Parce que, surtout ceux qui prennent l'avion. Parce que comme l'avion, ce n'est pas beaucoup de personnes, c'est une affaire élitiste à peu près, du fait même de la nature et du coût des billets. Donc, on fumait dans l'avion comme on veut. Oui. Dès que les gens montaient dans l'avion, c'était l'endroit où ils fumaient le plus. Or, c'est l'endroit le plus exigu et le plus confiné possible. Et donc, on était tabagique passif quand on prenait l'avion. Ouais. Mais avec le procès, avec le changement, où l'OMS a reconnu que c'est un problème de santé publique, où on dit, au moins dans les espaces publics, on ne doit plus fumer. Et donc, l'avion était considéré comme un espace public, on a interdit. Maintenant, quand tu montes dans l'avion, c'est très clair. Il est interdit de fumer dans l'avion. Ça, ce n'est plus... il est interdit. Ce n'est pas... On négocie, non. Il y a un endroit pour fumer, non. Et on le précise même. Même si tu te caches pour aller dans les toilettes pour fumer, là, tu vas être poursuivi. Ouais. Ça, toute personne qui prend l'avion maintenant, on te dit ça, on te le répète. Voilà. Et on conseille aux gens de ne pas le faire. Parce qu'il y a des gens qui vont tenter tout le temps. Mais il ne faut pas le faire. Les gens pensent que c'est lié aux questions de sécurité, de tourisme. Non, 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 c'est venu avant le 11 septembre. Cette question-là. Donc, c'est extrêmement important que les gens le sachent, qu'il y a une interdiction de fumer dans un certain nombre d'endroits. Mais en entreprise, comme il a dit, il ne faut pas interdire, il faut prévoir un espace. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que les gens sachent que, oui, j'accepte de fumer parce que je prends des risques. Mais il faut qu'on comprenne que je ne dois pas faire courir ce risque à d'autres. Et surtout, je le dis à nos grands fumeurs, ne faites pas courir ce risque à votre épouse et à vos enfants. Sûrement, docteur Dawoua et moi. Effectivement, comme j'ai dit, il n'est pas interdit de fumer dans les entreprises, mais c'est réglementé. Ça dépend du type d'entreprise. Si tu es dans une usine où il y a énormément de substances chimiques, des produits inflammables, des produits explosifs, comme j'ai dit, la cigarette, c'est une source d'ignition. Il y a un feu qui peut être source d'incendie, d'accident industriel majeur. Donc, on peut réglementer la cigarette au sein de l'entreprise. Déjà, on a des affiches qui doivent être mises pour mettre les zones où il est interdit de fumer. Mais comme je l'ai dit, il faut aussi mettre à disposition des fumoirs, tant que ce n'est pas interdit carrément dans l'espace public. Tu as tout à fait raison. Par exemple, les stations-service, c'est interdit de fumer. Quand vous voyez même l'affiche, la signalétique. Interdiction absolue de fumer dans une station-service. Okay. Mais j'ai vu quand même des gens fumer ici dans la salle. Et là, moi, en fait, nous avons tous la responsabilité dans la société d'éduquer les gens. Moi, j'arrive dans une station-service, je vois quelqu'un en train de fumer, je ne prends pas de carburant. Je m'en vais. Et je suis sûr que si tout le monde faisait cela, les gens vont arrêter de fumer dans les stations-service. Vous voyez ça, ne prenez plus le carburant là-bas, allez ailleurs. Si ça se fait 1, 2, 3 fois, ils vont comprendre. Ouais. Parce que c'est un risque absolu. On ne sait pas quand est-ce que ça va prendre feu. Donc moi je dis, je ne suis pas candidat gratuit
La mort. La mort. Ouais. Je sais que je ne peux pas l'éviter, mais au moins, ce n'est pas une mort bête. Et puis bon, voilà, ce qu'il faut éviter, ce qu'on peut éviter, il faut l'éviter, quoi. C'est ça. Ouais. Mais et qu'est-ce que vous suggérez aux entreprises qui désirent aider les employés qui souhaitent arrêter de fumer? Bon, je laisserai la parole à mon jeune frère, mais ce que moi je conseille surtout aux entreprises, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation, parce que nous sommes dans une affaire d'addiction. C'est difficile de faire, comment on appelle ça, de la police. Parce que quand les gens ils ont commencé, ils ont déjà commencé. Donc pour moi, la sensibilisation doit être en amont et dans la famille. Donc j'aimerais que les entreprises prennent leurs employés comme leur famille. Parce qu'un employé qui est en bonne santé, un employé qui performant, c'est une bonne chose pour l'entreprise. Bien sûr. D'autres disent que c'est le capital financier qui est le plus important, ou bien l'actif immobilier d'une entreprise. Non, moi je dis non. Ouais, c'est fou, l'actif humain. C'est les ressources le humaines capital humain qui est la première ressource d'une entreprise. C'est ça. C'est clair. Donc il faut que les gens comprennent cela et que les entreprises prennent leurs employés comme leur famille et qu'ils leur disent, les éduquent à éviter le tabac, à ne pas fumer et qu'ils amènent ça à la maison. Donc à la maison, on en parle aux enfants. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je parle du tabac avec mes enfants, leur dire je ne fume pas. Je leur explique pourquoi je ne fume pas et pourquoi la majorité des hommes dans notre famille maintenant ne fument pas. Et on leur explique ça. Et je pense que ça marche parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu qui ont commencé à fumer. Donc, pour moi, ça se passe en famille. Mais attention, les enfants, ils peuvent le faire au dehors. Hein. Oui, vous savez... Papa soit au courant. Oui, c'est ce qu'on dit. Quand vous surveillez... Enfin, ce n'est pas que surveiller. Quand vous comprenez vos enfants, vous saurez toujours ce qu'ils font. Ça, c'est clair. La cigarette, surtout la cigarette, l'odeur, ça ne se cache pas. Ça se cache pas. Voilà. Donc, sentez-vous leur t-shirt après, les trucs, vous saurez si ils ont commencé à fumer ou pas. Et donc, pour moi, le problème n'était pas au début de sanctionner, non, parce qu'ils vont frimer, comme on dit. S'ils ont des amis qui sont dans ce milieu, tout, ils vont essayer de fumer. Mais pour moi, c'est ce que je dis à mes enfants, il faut que tu comprennes que ta décision t'appartient à toi. Moi, j'y ai échappé parce que je dis, personne ne peut me contrôler. C'est ça, moi, mon problème. Vous ne pouvez pas me faire faire ce que je ne veux pas. Si je fais quelque chose, c'est que je le veux. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer dans mes enfants. Donc, ils comprennent que nul ne peut t'obliger à faire quelque chose si tu ne le veux pas. Ça, c'est extrêmement important. Donc, et ça conduit à leur donner de l'indépendance. Et quand il y a de l'indépendance, parce que ça commence par le tabac et puis après les drogues dures après. Hein. Ouais. Or, le problème, c'est que le tabac, tu peux toucher, arrêter tout de suite la main. Il y a les drogues dures, quand tu touches 2-3 fois, la dépendance s'installe immédiatement. Directement. Ouais. Voilà. Docteur Dabou. Non, il n'y avait même pas de raison de me passer vraiment la question, hein, parce qu'il a bien répondu. Oui, mais vous avez quelque chose à... Le fil conducteur, c'est la sensibilisation, la communication, l'information, l'éducation des travailleurs. Des gens qui ont déjà commencé à fumer, comme on l'a dit, ils sont en addiction. Déjà, il y a un système de communication qui doit être mis en place au sein de l'entreprise. Et il faut communiquer beaucoup sur les tabacs parce qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément tous les risques dont on a parlé par rapport à la fertilité, la stérilité, l'impuissance sexuelle. Peut-être qu'ils se rendront compte que ce qu'il dit, je ressens ça, mais je ne savais pas que c'était lié à la cigarette. Déjà, il faut les faire savoir les dangers réels parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne information. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, comme on l'a dit, l'addiction, c'est une affaire de spécialistes aussi. Hein. Il y a des gens qui sont spécialisés en addictologie qui exercent en République du Mali. Donc, je crois qu'aussi, il faut prendre attache avec ces spécialistes-là pour trouver des alternatives à comment arrêter le tabac sans brusquer la personne, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute ou un addictologue, un tabacologue, ça existe dans nos sociétés de plus en plus. Donc, je crois qu'il faudra passer par ces méthodes-là, communication et puis les référer aux spécialistes. J'aimerais bien rebondir parce qu'il a dit quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la mythologie populaire. La mythologie populaire des fumeurs, souvent ils disent que le tabac, ça rend puissant. Or, scientifiquement, c'est prouvé que ça amène des problèmes d'impuissance sexuelle et d'infertilité. Tout à fait. Mais, dans leur tête, quand ils se font passer, oui, quand tu fumes, tu deviens fort. Et donc, ça fait que ça maintient les gens dans ce cycle. Parce que, comme on dit, ils veulent frimer.
Donc quand ils ont ça, et puis quand on te dit aussi que ça te rend puissant, eh bien, les gens vont le faire. Or, c'est tout le contraire, médicalement. Okay. Rapidement, docteur, est-ce qu'on peut imaginer un monde sans tabac? Ça, c'est une question. Ça, c'est l'idéal. L'idéal. On peut s'imaginer tout ce qui est positif, mais je crois que ça va être très difficile, en fait. Je ne veux pas être pessimiste. Hein. Les drogues, les addictions, ça a toujours existé dans le monde, comme il a parlé. Ça a permis peut-être autrefois d'implorer les dieux de faire venir la pluie, voilà, pour d'autres procédés spirituels. Mais un monde sans drogue est assez difficile, parce que d'autant plus que ceux qui doivent légiférer dans ce sens ne le font pas, c'est assez compliqué. Déjà, une substance psychoactive, le mieux c'est de ne pas la connaître. Sinon, dès qu'elle existe, déjà, il est même compliqué de l'interdire. Parce que l'interdit aussi, c'est la dramatique. Vous savez, avec l'alcool, par exemple, on a essayé un moment de nos États-Unis, j'ai oublié le nom de la période, où on a essayé la prohibition. Avant 1925. Avant 1925, on a essayé d'arrêter l'alcool. Ça a été dramatique, parce que tout le monde se cachait pour boire. Ouais. Donc, comme il a dit par rapport aux enfants, c'est pas d'obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Mais c'est une éducation de base et à long terme. C'est depuis la base. Comme il a parlé de ses enfants, par exemple, c'est depuis la base. C'est pas à 17 ans, tu vas lui dire, bah, je ne veux pas te voir fumer, non. C'est une éducation que tu l'as induite depuis longtemps. Et c'est un phénomène social. Il faudrait que chacun aussi éduque les enfants. C'est son enfant. Dans la société d'avant, son enfant, c'était ton enfant. Bien sûr. Tu le voyais fumer dans la rue, tu pouvais le corriger. Donc, il y avait moins en moins de personnes qui fumaient. Mais aujourd'hui, le mode de vie qu'on a actuellement n'est pas propice à ce qu'on arrête quoi que ce soit. Et l'idéal, ce serait qu'on mette des mesures en place pour pouvoir limiter et réglementer la consommation de tabac. Docteur. Oui, moi, je suis un rêveur. Donc, en tant que rêveur, moi, je dis oui, surtout qu'il y a des phénomènes qui sont en train de se passer actuellement dans nos sociétés. C'est-à-dire, les gens sont en train de se rendre compte que tout ce que nous avons vu comme mode de vie occidental, ce n'est pas ce qui est la meilleure des choses. Déjà, les gens commencent à se poser des questions. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que nous avons abandonné certaines de nos pratiques traditionnelles. Parce que tout ce qui était traditionnel était considéré comme c'est pas bon, c'est mauvais. Donc, maintenant, on commence à voir qu'on avait des valeurs. Par exemple, une des meilleures valeurs traditionnelles qu'on avait, c'est que l'enfant appartenait à tout le monde. Donc, tout le monde était responsable de l'éducation d'un enfant dans la société. Donc, pas de cet individualisme débridé qui nous amène dans un monde de super consommation. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est la vie même sur Terre qui va être menacée. Plus personne ne peut discuter aujourd'hui l'impact du réchauffement climatique. Celui qui voudrait bien le discuter, j'aimerais bien. Alors, je lui dirais de ne pas nous parler de problème d'électricité, il n'en a pas besoin parce qu'il ne fait pas chaud. Celui qui veut discuter ça, parce qu'à un moment donné, les gens discutaient, non, le réchauffement. Non, parce qu'il y avait des organisations, des entreprises qui ne voulaient pas qu'on en parle parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, un des problèmes, c'est le capitalisme globalement, le capitalisme débridé, néolibéral, qui ne prend pas l'employé dans son entreprise comme sa famille. Voilà, parce que si tu prends l'employé comme ta famille, tout le monde veut du bien pour sa famille. Et donc, je pense qu'on va bien les traiter. Et donc, moi, je pense que je suis rêveur qu'on est en train de glisser parce que le capitalisme a combattu le socialisme et le communisme, qui d'ailleurs, à mon avis, n'ont jamais été appliqués selon l'esprit. Le socialisme, selon l'esprit de Karl Marx, de Engels, n'a jamais été appliqué par Lénine et Staline. Ils ont fait autre chose. Le communisme, dans son vrai sens, n'a pas été appliqué, à mon avis, comme le voulait Mao Tse-tung, parce que ça mettait l'humain au centre de la chose. Et on a oublié l'humain. Et on dit que le capitalisme est le système qui a le plus adapté, mais aujourd'hui, ça montre aussi ses limites. Et donc, parce qu'ils ont gagné sur tout le monde, donc ils ont fait ce qu'on ne doit pas faire et ça les rattrape. Donc, à mon avis, en tant que rêveur, je pense que peut-être pas dans ma génération, pas devant moi, mais la société humaine va s'ajuster pour aller vers un mieux-être, surtout avec l'intelligence artificielle, dont je pense que la machine ne va pas nous dominer, mais c'est nous qui continuerons à dominer la machine pour notre mieux-être. Ça, c'est mon rêve. Merci, Dr Ly, merci, Dr Dabo, merci d'être venu. Le thème très intéressant. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler encore. Parce qu'en 50 minutes, on ne peut pas parler du tabagisme, du fond en large. C'est peu. Mais le temps, c'est le temps. Le temps qui nous est parti
arriver à terme. J'aurai le plaisir de vous recevoir encore pour certainement le même thème ou d'autres thèmes sur le plateau de Katesmag. Fidèles téléspectateurs de Katesmag, c'est tout pour ce numéro. J'aurai le plaisir de vous retrouver encore pour notre émission de Katesmag. D'ici là, portez-vous bien. Katesmag.